plus tu connais, plus tes compétences sont au point, facilement tu as accès au marché. Oui. Et là, sur les offres aujourd'hui, quand je vois, on cherche un développeur Angular pour une mission, on demande des outils, tout ça, je ris. Oui. Parce que même les tests techniques, je n'ai pas peur de les passer. Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, qui est une nouvelle vidéo de parcours de développeur où cette fois-ci nous allons à Liverpool pour rencontrer Ezekiel. Alors bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite directement à t'abonner, ok, à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo, à nous rejoindre directement sur Discord. Le lien sera en bas de la description. Donc comme je le dis toujours, Discord c'est une communauté JeuxLab, au fait, où je partage des retours d'expérience, des formations disponibles. Actuellement, nous sommes sur une formation sur Docker. Donc, si vous êtes intéressé par Docker, rejoignez vite l'aventure parce que nous sommes presque à la fin de cette formation-là. Et aussi pour, au fait, faire des rencontres dans votre domaine, pouvoir partager vos solutions et, au fait, à être aidé par les autres aussi. Ça serait quand même très intéressant que vous rejoigniez la communauté. Alors, comme je le dis, nous allons aujourd'hui à Liverpool pour rencontrer un jeune entrepreneur béninois dans le domaine du numérique qui nous partage au fait son retour d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat de manière générale. Alors, Ezekiel, au fait, c'est un détenteur d'un diplôme d'ingénieur au fait informatique qui est le cofondateur de Witilix, qui est une solution, une entreprise qui propose des solutions informatiques pour pouvoir aider les entreprises. Donc tout au long de cette vidéo, Ezekiel nous partage au fait son retour d'expérience dans ce domaine-là, comment il fait pour progresser, comment il fait pour trouver des missions, comment il a fait pour se lancer en freelance, quelles sont les différentes difficultés qu'il a rencontrées et comment il a fait pour les surmonter. Alors c'est une vidéo quand même très intéressante comme d'habitude. Je vous invite à me laisser à la fin de la vidéo ce que vous avez retenu, comme d'habitude, et aussi à liker la vidéo si cela vous a plu. Allez, c'est parti. Donc, bonjour Ezekiel. Merci au fait de nous accorder un peu ton temps sur JeuxLab, pour partager au fait ton expérience et faire profiter à la communauté. Donc, je vais commencer par une première question. C'est qui Ezekiel? Ok, mon fils. Bon, déjà, je te remercie pour l'opportunité que tu m'offres. Et je suis ravi d'être dans ce live avec toi. Ezekiel, c'est qui? Donc, bon, je suis béninois. D'accord, je suis béninois d'origine 100%. Et ingénieur en électronique et système embarqué. Okay. Donc ça, c'est ma formation de base que j'ai obtenue au Maroc. Maintenant, je m'intéresse à la programmation et ce depuis déjà 7 ans, depuis 2015. Okay. Depuis 2015. Donc, j'ai découvert une passion pour ça et à côté de mes cours en embarqué en électronique et tout ça, je m'exerçais déjà moi-même de façon autonome, d'accord, à la programmation via la plateforme Open Classroom. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour apprendre le web, le Java et pas mal d'autres technologies. Ok. Juste après ma formation, ou du moins pendant les dernières années de cycle ingénieur, j'ai fondé une boîte avec un ami, d'accord, du côté des États-Unis, oui. Le nom de Witilix. Donc, avant, c'était avec Consulting Migration Witilix. Et aussi, je prends... Non, je t'écoute, oui. Ok. Et aussi, je prends part de façon active, d'accord, aux activités d'une seconde entreprise du nom de Spread SAG, qui est enregistrée à Fès, au Maroc. Ok, d'accord. Et bon, en temps aussi, j'ai enseigné à l'université privée de Fès. Bon, là, j'ai fait 2 ans à enseigner là-bas. Ouais. Après, j'ai quitté le Maroc, bien évidemment. Et je suis aussi mentor, d'accord, à Open Classroom sur 2 parcours. Donc, le parcours Bac plus 3, développeur web, et le parcours Bac plus 5, développeur d'application React. Ok. D'accord. Donc, parfait. En gros, voici Voyez ton parcours. le petit tour d'horizon que je peux faire. Oui, si tu le dis, Mais pourquoi tu as... En fait, d'où est venu cet amour pour la programmation? Pourquoi vouloir se fatiguer avec des lignes de code? Bon, au départ, je voulais faire une formation typiquement soft. D'accord. Donc. Et je
prenais ça pour la filière génie informatique. Et après, je me suis rendu compte que le génie informatique, en réalité, ce n'était pas que du soft. Il y a une partie hard, d'accord, qui est enseignée normalement dans la filière. Oui. Donc, du coup, je suis venu à un niveau où j'étais confus, en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il fallait faire du pur soft? Est-ce qu'il fallait faire du pur hard? Et tout ça. Et quelqu'un m'a conseillé, d'accord, d'aller faire carrément de l'informatique industrielle. Ok. Donc, c'est ça que j'ai commencé au Bénin. Et la personne m'a dit, OK, tu peux faire tant du soft que du hard. Et qu'il me serait plus bénéfique d'être à cheval sur les deux. D'accord. Mais quand j'ai commencé ma filière, le soft que nous faisons en embarqué, c'est orienté machine. D'accord. Donc, c'est vraiment des langages de bas niveau. J'ai fait de l'assembleur. J'ai fait beaucoup d'assembleur. J'ai codé énormément d'assembleur. Ensuite, j'ai fait du langage C. Mais on n'arrivait pas à étudier les langages de haut niveau qui met en avant ou bien en exergue les techniques de programmation orientée objet, le web et tout ça. Oui. Donc, je me suis dit, OK, bon, vu que j'apprends déjà à programmer, à coder, du moins je connais l'algorithme, tout ça, et je fais déjà du code, c'est tout ça, pourquoi ne pas pousser ma curiosité vers les langages orientés objet. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Open Classroom. Et le premier cours que j'ai suivi là-bas, c'est le cours de Java. Ok. Au point où je suis même allé acheter le livre et on me l'a envoyé depuis Paris, je suis Cotonou. Donc, la première certification que j'ai eue à Open Classroom, c'est celle de Java. Ok, ok. Donc, tu as eu des certifications sur Open Classroom et tout ça? Oui, actuellement, je suis à près de 42. Hein. Ok, je vois. Mais j'ai commencé avec Java. Après, me suis intéressé au web, puisqu'il y a eu un niveau où tout le monde faisait du web. Bon. Parce qu'au départ, je faisais que des applications desktop Ok. avec Java. Et après, j'ai entendu parler de Java EE. Donc, j'ai laissé tomber le SE, j'ai passé à EE. Et après, c'est bien après que j'ai commencé à faire du HTML, CSS, JavaScript. Ok, je vois. J'ai commencé le HTML à partir de 2016. Ouais. 2016. Sinon, jusqu'en 2015, je faisais que du Java, des applications desktop et tout. Ouais, parfait. Mais comment tu as géré au fait tes débuts? C'est-à-dire, voilà, quand tu as commencé la programmation, j'imagine que tout n'était pas rose, il y avait des trucs qui ne marchaient pas. Comment tu as géré ce stress-là? Comment tu as surmonté tout ça? Oui. Bon, déjà, j'ai eu l'écho du fait que l'algorithmique était avec moi, des étudiants en programmation. Donc, juste après le bac, j'ai commencé à suivre moi-même des cours d'algorithmique sur la plateforme d'un Français. Ah, j'ai oublié son nom. C'est un site d'un enseignant français là qui faisait tout le cours d'algorithmique. Il expliquait et tout. Donc, juste après le bac, bon, après la fête, tout ça, moi j'ai commencé. Au point où lorsque j'ai commencé la première année, on a fait 2 semaines de mise à niveau pour toute l'école, HECM bien sûr. Donc, l'enseignant me demandait si j'avais déjà eu à reprendre la classe. Moi, je lui ai dit que non, moi, je suis nouveau, je suis fraîchement diplômé du bac. Donc, il m'a demandé, parce qu'il a compris que je connaissais déjà pas mal de choses en algorithmique avant de commencer le cours. Il a dit que oui, que bon, comme je savais déjà dans quelle filière j'allais m'inscrire et tout, donc j'ai pris la peine de prendre de l'avance sur ces cours et tout. Donc, je n'ai pas vraiment eu de difficultés bon, par rapport à ce que j'entends généralement. Peut-être parce que j'ai eu l'information plus tôt et je suis allé chercher encore un cours pour essayer de prendre quand même un peu d'avance. Mais ça n'empêche pas que les bugs apparaissent. surtout quand nous avons commencé à travailler avec les tableaux, là c'était devenu un peu chaud. Parce que l'enseignant nous laissait chercher par nous-mêmes. Moi j'ai beaucoup aimé cette façon de fonctionner. Parce qu'il ne vous donne jamais le résultat. Non, pas du tout. Il vous donne l'exercice, il vous laisse. Vous cherchez peut-être 1 semaine, 2 semaines. Et lorsque vous êtes proche du résultat, c'est là que vous débloquez. Donc, je vois que cette façon de faire fait que je me suis mis dans la tête que je ne peux que trouver par moi-même. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas cherché à fond
Je me dis que je n'ai pas le droit d'aller demander de l'aide. Et tu arrives à cette logique à quel âge déjà? À ta première année de programmation ou bien après ta troisième année? Non, non, dès la première année de programmation. Ok. Dès la première année de programmation. Parce que je suis trop dans un profil autodidacte. Ok. Tu vois, parce que je me dis, vu que c'est la tech, c'est une science exacte. C'est pas comme la littérature où quelqu'un va faire une dissertation et l'autre va dire que non, pourquoi là je vais aller tel. Donc, je me suis dit que j'aurais beaucoup plus de ressources sur Internet. Ok. D'accord. Donc, en me basant de cet outil, Internet m'offre, je peux apprendre beaucoup. Et déjà, les cours de Paint Classroom m'ont donné le sentiment que oui, effectivement, tu peux apprendre par toi-même. D'accord. Et ça, depuis la première année. Donc, j'étais dans ce mindset-là déjà dès le départ, en fait. Je vois. Parfait. Mais comment tu fais pour gérer ta veille technologique? C'est-à-dire, déjà, je pense que tu es plus axé sur Ionic. C'est bien ça, où tu as switché. Oui, Angular, Ionic bon, et tout. l'écosystème et tout. Bon, ma veille technologique, j'utilise généralement Twitter parce que je suis le compte des bonnes personnes, comme on le dit. Et j'essaie d'être à l'affût des nouveautés et tout ça. Donc, Twitter en premier. Ensuite, LinkedIn. Oui. D'accord, sur LinkedIn également. Je suis des profils qui font pas mal de side projects, d'accord, et qui mettent open source des choses et tout ça, donc des nouveautés et tout ça. Et enfin, YouTube. YouTube, les chaînes YouTube de développeurs ou de boîtes tech, d'accord, qui font pas mal de choses intéressantes. Donc, c'est les 3 outils que j'utilise généralement. Ok, je vois. Mais donc, Ezekiel, c'est quand même 5 ans au fait dans le domaine de la programmation. Tu as eu ton diplôme en informatique et tout, mais à quel moment tu t'es dit, ben, il faudrait que parce que là, actuellement, tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat avec des entreprises avec qui tu collabores. À quel moment tu te dis que, bon, avec ma formation, je suis capable de me lancer au fait de mettre en place une start-up et de trouver mes marchés? Qu'est-ce qui a amené ce déclic? Bon, déjà, personnellement, je ne voulais pas bosser pour quelqu'un. Bon. Déjà à la base? Oui, c'est un choix. Okay. C'est un état d'esprit. Parce que je viens d'une famille où les 2 parents étaient fonctionnaires d'État. D'accord. Et j'ai vu un peu, comment dirais-je, la difficulté de la chose. Okay. Et aussi, comment dirais-je, l'épanouissement. Est-ce que faire la même tâche tout le temps, est-ce que je serais vraiment épanoui dans ça? Je vois un peu donc. Je suis quelqu'un qui aime toucher à beaucoup de choses, d'accord, dans un esprit de polyvalent, tant dans les projets, d'accord, que, comment dirais-je, les projets et les outils, voilà, les outils que j'utilise. Donc, du coup, dès la base, dans ma tête, c'est que, bon, soit je bosse pour une multinationale, d'accord, mais qui travaille dans plusieurs secteurs d'activité, pas une seule, d'accord, ou carrément, je monte une boîte qui va, une boîte tech, bien sûr, qui va travailler sur des projets également dans plusieurs secteurs d'activité. D'accord. Donc, à partir de, je crois, 2017-2016, nous avons d'abord une première start-up, le nom de Vicam, que tu connais certainement. Oui. Et nous étions focus sur le e-learning. Donc, on avait envie d'être le Open Classroom africain. C'est ça de la base. Donc, on a commencé tout. C'était bien. Sauf que, comme tout bon débutant, les charges ont dépassé les recettes. En route, on a coulé, on a fait faillite et on ne pouvait plus assumer vraiment les charges liées au développement de la plateforme, à la maintenance, tout ça. Donc, après ça, on s'est dit, tiens, OK, vu qu'on a été capable de faire toute une application web de e-learning et tout ça, ça veut dire qu'au fond, on a des skills. Puisque on donnait des cours de tech, tout ça. Donc, pourquoi ne pas mettre ces skills-là à disposition d'entreprises, PME, de particuliers, tout ça, pour leur permettre de développer leurs produits et tout. Okay. Donc, c'est là est née l'idée maintenant d'aller faire du consulting. OK. Donc, dans ce consulting,
fut que on a testé le marché après 3 mois. C'était bon. C'était vraiment de bons retours, tout ça. On a décidé maintenant d'enregistrer et de formaliser en réalité la boîte. Ok, d'accord. D'où maintenant Wikileaks qui se retrouve du côté des États-Unis. Je vois. Mais comment en fait tu as géré ces débuts-là? C'est-à-dire tu finis ta formation et tu te mets dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je pense que l'idée principale maintenant, c'est de chercher des clients. Comment tu as commencé, comment tu traites pour trouver tes clients à la base, en fait? Ok, bon, déjà, j'ai commencé sans avoir fini mes études parce que en 2016, j'étais en première année de cycle ingénieur, donc disons 3e année, Bac plus 3. Et c'est là que nous avons commencé à tacter le terrain de business, d'entrepreneuriat et tout. Donc, la plateforme que nous avons commencé à utiliser, c'est Codeur.com. Ok. Et c'est sur Codeur que nous sommes jusqu'à présent. Donc, c'est sur Codeur que nous avons décroché notre premier projet de consulting. Juste après avoir créé le compte, à peine en 1 heure. C'était vraiment une surprise pour nous. Parce qu'on venait à peine de créer le compte, on n'avait pas encore de reviews, on n'avait pas un bon ranking, mais pourtant on a eu à décrocher un projet comme celui-là. C'était un projet de 200 €. Hein. C'était juste régler un bug dans une application Android. Donc le client avait un souci avec le Bluetooth, voilà, son application, et il fallait juste régler ça. Donc on a facturé à 200 € et là, je crois que ça a fait à peine 1 heure de travail. C'était OK. Donc, après ça, les projets ont commencé à s'enchaîner, au fait. On a compris que maintenant, pour toucher vraiment parce que ça, c'était les particuliers jusqu'à présent. Jusqu'au moment là, plutôt. Donc, pour pouvoir toucher les entreprises, il fallait aller vers du B2B. Or, nous n'étions pas vraiment formalisés en tant qu'entreprise. Donc, on s'est dit que si tu veux gagner gros, il faut faire bien les choses. D'où l'enregistrement qu'on a effectué après. Et on a choisi de rester au State. Au State, ok, d'accord. Maintenant, pourquoi, en fait, c'est-à-dire, donc, avec ce que tu viens de dire, c'est que la première mission que vous avez trouvée grâce à partir de ta boîte, ça a été sur Codeur.com. Et ça a été, voilà, un coup de hasard et ça a pris. Et c'est là maintenant que vous avez décidé de vraiment vous mettre, faire les choses correctement pour gagner gros. Oui. On a voulu tester d'abord le marché pour ne pas entrer dans les procédures d'entreprise et après mettre la clé sous la porte. Il faut être sûr de son coup. C'est ça, exactement. Mais à quel moment tu te dis maintenant, il faut que je puisse m'exporter aux États-Unis, travailler avec un ami? D'où est venue cette idée-là? Bon, déjà, on a eu un souci sur Codeur. Ok. Et ça, je crois que ça reflète plus ou moins l'image de l'Afrique, malheureusement. Oui. C'est-à-dire que les clients ont du mal à faire confiance aux développeurs du Sub-Sahara. Ok, d'accord. D'accord. Bon, on était au Maghreb, donc ils nous prenaient pour des Marocains. Vu que ne connaissaient pas la couleur de la peau, ni le nom, tout ça. Et c'était mieux. Mais pour ceux qui sont du Sub-Sahara, c'est catastrophique. Parce que tu entends toutes les mêmes histoires. Non, j'ai confié des projets. Bref, on fait des blagues. Et ils m'ont ruiné. Ils ont bâclé mon travail et tout ça. Donc, du coup, je ne peux plus faire confiance. Et parfois, même là, c'est des Français naturalisés. Donc, c'est-à-dire, ce sont des Noirs, comme nous, qui sont naturalisés et qui refusent maintenant de travailler avec des frères. Ok, d'accord. Parce qu'entend d'autres personnes sont passées par là et ont marqué de coup, en fait. Tu vois. Je vois ce que donc, du coup, enregistrer une entreprise en Afrique et être top sur Codeur, on s'est dit que là, ça a des risques. Ça a des risques. Reste au Maghreb aussi. Parfois, tu entends, non, les Arabes, j'ai confié mes projets à des Arabes, ils n'ont pas su mener à bien le projet, tout ça. Donc, on s'est dit, tiens, c'est la jungle. D'accord, c'est un marché de profit et de concurrence. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant côté marketing pour pouvoir être crédible déjà de par l'existence de la boîte, au fait, le pays où la boîte est enregistrée. Du coup, on s'est dit, OK, on va voir du côté de l'Union européenne et de l'Amérique. Donc, ça fait que côté de l'UE, il y a assez de taxes et d'impôts. Pour un début, enregistrer une entreprise, c'est pas trop. En Europe, on s'est dit que bon,
il peut y avoir des soucis côté fiscalité après. Surtout qu'on a déjà des clients qui ont enregistré de l'entreprise et on a des feedbacks par rapport aux taxes à payer, tout ça. Maintenant, on est allé vers du côté du States et là, on a vu que, ouais, là-bas, on a eu une flexibilité dans la fiscalité. Déjà, vu que actuellement nous sommes 100% en offshoring, d'accord, déjà, l'impôt est vraiment très, très réduit. D'accord. Et les taxes également. Ok. Maintenant, on sera vraiment imposé à juste valeur lorsque ça sera des projets réalisés pour les citoyens américains en Amérique. Ok, d'accord. Tu vois un peu. Je vois. C'est dans le souci de pouvoir, en fait, d'une part, réduire les impôts et avoir une flexibilité sur ce côté et quand même Oui, trouver être de quoi. crédible également. Oui, être Et là, crédible. lorsqu'on dit que, bon, l'entreprise enregistrée aux États-Unis, on se dit que, tiens, si un pays tel, on est capable d'enregistrer une entreprise là-bas, c'est que déjà côté moralité, fiscalité, tout ça, ils sont au top. Et aussi côté compétence, ça veut dire que certainement, à première vue, ils bossent dur, d'accord, pour produire comment dirais-je, des applications ou des plateformes de qualité, en fait. Donc déjà, il faut essayer d'agir sur la psychologie du client. Ça, c'est le marketing. Oui. Vraiment. Et donc, c'est là qu'on a décidé de migrer. De migrer vers les États-Unis, je vois Oui. parfait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, bon, au premier contact avec le client, il ne connaît pas forcément la personne qui est derrière. Oui. Donc, lorsque le produit commence à prendre forme, oui. il y a déjà une familiarité qui s'installe et on commence à demander, vous êtes de quel pays, tout ça. Et quand ils apprennent que là, ce sont des Africains, 100% Africains, se disent waouh. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même dans le lot qui arrivent à faire bien les choses. Non, mais ce que et là, c'est une fierté. Oui, ce que tu dis, c'est très important. Ça, en fait, ce que tu en dis indirectement, c'est que il faudrait que la plupart des développeurs, quand ils prennent des marchés comme ça, ils puissent quand même vraiment faire de bons produits. Parce que, en fait, c'est en fonction de ça que d'autres développeurs vont perdre des marchés à cause de cette certaine image -là. Donc, il faudrait vraiment... Exactement. Oui. Et c'est ça la notoriété assez négative que, par exemple, l'Inde. Parce que moi, j'ai travaillé avec des Indiens et des Pakistanais, ainsi que des Jordaniens sur des projets. Et quand je prends le code source, je me demande si c'est la même documentation ou bien si c'est les mêmes coûts ou bien si c'est les mêmes standards ensuite. Tu vois, parce que le code qui est produit, franchement, je ne vais pas dire que c'est de la merde, mais ça le code n'est pas propre. Vraiment, ça ne sent pas le professionnalisme. Pas propre. C'est-à-dire, pour eux, il faut que ça marche. D'accord? Just if it works, it works. Donc, ils s'en foutent pas mal de la qualité du code, tout ça. Mais il y a au moins quand même un minimum requis. D'accord? Et tout. Donc, c'est cette même notoriété qui est portée également sur l'Afrique. Parce qu'il y a eu des développeurs aussi qui ont pris l'argent des clients. Parce que le client va payer pour ta prestation, si vous êtes d'accord, bien sûr. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si le montant ne te convient pas, refuse le job. Mais si tu acceptes de faire un job pour un tel montant, il faut bien le faire, tout simplement. Si c'est une application de 3 000 € et que 3 000 € ne te convient pas, tu dis au client, 3 000 €, c'est petit. Mais si tu acceptes de le faire pour 3 000 €, mais produis un travail pour que plus tard, quand peut-être tu ne seras pas là, le prochain dev dise au client que, ah tiens, le précédent, franchement, il a bien travaillé. D'accord. Et en même temps, tu es fier du boulot, mais aussi tu permets à ceux qui viennent après de pouvoir être crédibles. D'accord. Lorsqu'on décide de leur confier le boulot. Oui. Et quand on prend une journée typique d'un développeur, le cas d'Ezekiel, ça ressemble à quoi? Je dors pendant 19 heures, je travaille pendant 5 heures. Ah bon? Bon, non, ça c'est juste pour rire. Oui. Bon, une journée. Bon, généralement, je commence la journée à 7 heures. 7 heures, 6 heures. Bon. Donc, c'est pas ce qu'on lit dans les livres ou bien dans les posts Twitter ou LinkedIn. Tu prends ton café, tu vois. Non, non, non. Quand moi je me réveille, c'est avec les yeux rouges parce que, en me connectant, je sais qu'il y a déjà plein de clients qui m'attendent avec des bugs, peut-être sur les applis en production ou sur des deadlines non respectés. Donc, mais avant de commencer ça, je fais d'abord un check-up de ce qui est lié
à mes mails, d'accord, et également aux différents tickets, d'accord, liés au blog, tout ça, tout ça. Et après ça, maintenant, je prends un petit déjeuner, je reviens et je commence maintenant à planifier ma journée par rapport aux tâches les plus importantes jusqu'aux moins importantes. Ok, d'accord. Donc, bon, c'est un peu ça. Hein. Et ce, jusqu'à, disons, 23 heures. Oui, des étages. Voilà, faut pas se voiler la face. On débute. Donc, je ne peux pas me permettre actuellement de faire 8 heures de travail parce que je n'aurai pas le même rendu, d'accord, que des boîtes qui existent déjà depuis 10, 15, 20 ans. Exact. Donc, lorsque tu commences, il faut accepter souffrir. Oui. D'accord. Parfait. Mais quand même, oui, dis. Oui, vas-y. Non, je te laisse finir ta phrase. Hein. Oui, je voulais dire que nous sommes deux à temps plein. D'accord, le CTO, Shafik et moi. Oui. C'est le mois passé que nous avons eu de nouvelles recrues, donc, qui a fait porter l'équipe à 4. On a recruté 2 personnes en plus. Donc, avec un effectif pareil, il ne faut pas se voiler la face. Il faut beaucoup travailler. On ne va pas dire qu'on va travailler 8 heures de temps, non. Ça. Mais on essaie quand même de mettre à disposition le minimum de confort qu'il faut pour que l'on ne soit pas dépassé par les événements jusqu'à aller au burn-out. D'accord. Ce qui est encore intéressant, c'est que vu que c'est beaucoup de projets, lorsqu'un projet devient ennuyant, on griffe, on essaie de switcher rapidement pour passer à autre chose et essayer de, de faire un break par rapport à la tâche qu'on faisait. Donc, on est quand même assez flexible. Ok, dans le travail. D'accord. Et voilà, Ezekiel, quand même, avec ton équipe, tu as construit une start-up et tu travailles en freelance. Selon toi, au fait, quel conseil aurais-tu à donner peut-être à des jeunes qui vont voir cette vidéo et vont se dire, mais tiens, il a quand même fini sa formation et il travaille déjà. Selon toi, quels sont les 3 points nécessaires pour tenir au fait dans ce domaine de l'entrepreneuriat que tu effectues? Ok, bon, déjà, si l'on veut entreprendre et on espère devenir riche là tout de suite, là, c'est pas la peine. Oui. C'est pas la peine. Il faut que ça soit déjà quelque chose que tu aimes. Oui. D'accord. La passion. Moi aussi, voilà, qui n'a pas envie d'être salarié? Tout le monde a envie d'être salarié. Ça, je le dis, même l'entrepreneur, si demain tu lui proposes peut-être un poste qui fait 3 fois plus ou 2 fois plus ce qu'il est capable de générer en une année, il ne va pas hésiter. La preuve, le CEO de Python, aujourd'hui, il travaille à Microsoft. Donc, question de marque, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça veut dire que si c'est pour gagner beaucoup d'argent, là, tout de suite, c'est pas la peine d'entreprendre. Mieux, tu vas travailler, tu as ton revenu mensuel, tu cotises et tout ça. Parce que l'entrepreneuriat, tu peux faire 1 mois à gagner un jackpot et les 4 mois qui suivent, tu n'as fait aucune entrée d'argent. Et ça, moi, je le vis en permanence. Tu peux faire 1 mois, 2 mois, la vie est rose, mais les 6 prochains mois, mon frère, c'est ce que tu as gagné les 2 prochains mois là, c'est ça que tu essaies d'amortir sur le long. Donc, je ne conseille pas au premier abord, franchement, d'aller vers l'entrepreneuriat. Okay. Mais si tu sais que tu as les reins assez solides pour supporter, d'accord, les charges, alors pourquoi pas? C'est vraiment quelque chose de passionnant. Parce que toi, tu développes des skills en dehors, d'accord, de ton background technique. Ok. D'accord. Moi, je me mets à faire des comptes, je me mets à rédiger des documents, je me mets à gérer la paperasse administrative. Il y a beaucoup de choses que j'effectue. Surtout que la boîte est maintenant au state. J'essaye d'augmenter de mettre à niveau mon niveau. Je me répète, je m'excuse, en anglais et tout ça. Oui. Essaye d'apprendre un peu comment le business, ça marche là-bas, d'accord? Et la philosophie est liée au marketing, à la vente, tout ça. Donc, en réalité, tu développes d'autres skills que forcément l'école ne t'enseigne pas. C'est ça qui est intéressant parce que ça va t'amener à ne pas t'ennuyer à apprendre de nouvelles choses. D'accord. Maintenant, côté retour sur investissement, c'est-à-dire ROI, côté cash même, côté finance, il faut avoir vraiment les reins solides et être prêt à manger du pain sardine
quand tu n'as pas. Ok. C'est ça. Et quand tu as suffisamment, il faut apprendre à gérer et à amortir, Sur le long terme. franchement, sur le long terme. Ouais. C'est ça le problème. Parce qu'il y en a, lorsqu'ils gagnent gros, ils se disent que dans le mois prochain, là, ça sera pareil. Non, je suis désolé. Rien ne te présage que le mois prochain, d'accord, tu auras pareil. Du coup, l'entrepreneuriat, c'est fait pour les gens qui prennent des risques en réalité, parce que c'est un risque de pouvoir, voilà. Énormément de risques. Ouais. Énormément de risques. Mais passionnant. Parfois, on prend des projets dont on sait pertinemment qu'on n'a jamais fait dans ça. Ok. C'est-à-dire on n'a jamais utilisé ces outils-là. Ok. Mais qui ne tente rien à rien. On Ouais. se dit, bon, vu notre capacité à vite apprendre, Oui. pourquoi pas? Oui. Tu vois. Et là, c'est un gros risque. Parce que si le projet foire, tu dois rembourser le client et même peut-être indemniser. D'accord? Cette expérience, on l'a eu plusieurs fois. Il y a les clients qu'on a remboursés. Pas parce que forcément le projet a foiré, hein. Parce qu'en temps, le client a commencé à diverger et pour ne pas trop entrer dans des casse-têtes, on préfère rembourser le client. Et en remboursant le client, toi, tu te crées en fait un déficit parce que l'argent qu'il avait payé en temps, tu l'as utilisé pour amortir ton temps de développement, tes charges et tout ça, tu rends le processus de développement d'application. Ouais. Donc, dans tous les cas, en remboursant un client, tu es perdant et tout. Donc, c'est vraiment de gros risques qu'on prend généralement chaque jour. Oui. Mais bon, avec l'aide de Dieu, pour ceux qui sont croyants, bien sûr, si tu restes vraiment focus sur les tâches que tu as faites et tu es honnête, je crois que même le karma déjà naturellement, comment dirais-je, t'apporte des choses positives. En fait. Positives, oui. Oui. Ok. Mais il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est vraiment c'est un sacerdoce et ce sont des sacrifices. Oui, des sacrifices et il y a toujours fait des hauts et des bas. Des fois ça marche, des fois tu fais le jackpot, des fois c'est carrément bien autre chose. Bien sûr. Donc il faut être déjà psychologiquement préparé pour ça. Oui. Puis il y aura des mois où aucune entrée donc. Ok. Lorsque tu en avais beaucoup, il faut savoir gérer. Ok, d'accord, parfait. Et aussi, par exemple, je prends tout un jeune maintenant qui finit l'école, qu'est-ce que tu lui donneras en fait comme conseil automatiquement? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je finis ma formation, j'ai pas d'expérience du tout, mais j'ai toujours envie d'aller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que tu peux lui dire tout de suite là, oui? Qu'est-ce que tu dois faire selon toi? Ok, bon déjà je vais parler d'abord à ceux qui n'ont pas encore fini parce que l'erreur qu'on commet c'est de penser que c'est quand on a fini qu'on a commencé à qu'il faut commencer, oui. Je dis non, je suis désolé. Dès déjà la première année où tu commences à travailler sur ta spécialité, il faut déjà comprendre que c'est dès ce moment-là que tu dois commencer à capitaliser en expérience. Capitaliser, ok. Et cette expérience-là, comment tu peux l'acquérir? C'est à travers des projets personnels. Okay. Parce qu'en tant que dev, il te faut un portfolio. Le portfolio ne commence pas quand tu as fini d'étudier. Non. Tous les projets, les mini-projets et tout ça que tu fais déjà en classe, tu dois pouvoir bien faire ça et les poster, les déposer, par exemple, sur GitHub. D'accord, qui est une plateforme qui permet de stocker du code. Oui. Et là, déjà, tu vas remarquer que, tiens, j'ai déjà un tel nombre de projets. En 3 ans, tu peux te retrouver à 10 projets. Même si c'est des mini-projets, c'est des petits projets déjà, ça montre en réalité ta capacité, d'accord, à développer, à coder. Et en parallèle aussi, il faut faire du blogging. C'est très important. C'est-à-dire, tu as travaillé sur un projet, tu as mis en exergue des compétences, sur des outils, sur comment dirais-je, des fonctions, sur des use cases. Oui. Donc, il est toujours intéressant d'avoir son blog et de dire, tiens, voilà, j'ai fait tel projet, j'ai eu des difficultés à tel niveau par rapport à ce bout de code, j'ai eu tel bug, voilà comment je l'ai résolu. Parce que dans 10 ans, 15 ans, dans 5 ans, dans 6 mois peut-être, tu seras en entreprise et tu auras les mêmes soucis. Et tu vas oublier peut-être comment je l'avais résolu. C'est toujours ça, oui. Donc, il faudra très bien, en ayant ton blog à côté, tu dis, ah tiens, il y a quelques mois, j'ai bien résolu ce problème et j'ai rédigé un article. Donc, faire du blogging et également mettre en avant ces projets sur GitHub déjà pendant que tu étudies,
te permet d'avoir déjà ce niveau, en tout cas, 16 années d'expérience que l'on demande. Parce que quand on te demande 5 ans d'expérience, c'est parce qu'on se dit en 5 ans. Tu as fait beaucoup de choses. Hein? Exactement. Et ça ne veut pas dire que celui qui vient de finir sa formation il y a 6 mois ne peut pas aussi également accumuler ça sur le temps. Voilà, exactement. Oui, jusqu'à la fin. Oui. Donc, moi, je pense que les recruteurs, ils sont plus ancrés par rapport au projet réalisé. Non, mais c'est très important ce que tu dis parce que les jeunes doivent vraiment le comprendre. C'est aussi une preuve. Par exemple, quand tu dis j'ai 5 ans d'expérience, qu'est-ce qui prouve que tu as 5 ans d'expérience? C'est quoi ton dépôt GitHub? C'est quoi tes projets? Parle-nous de ce que tu as fait. C'est des preuves sur le long terme qui forcément permettent aussi de se faire connaître aussi d'une part parce que tu vas avoir des gens qui vont télécharger ton projet pour voir comment ça marche. Voilà, exactement. Ça. Et le second point aussi, c'est de travailler sur son branding. Oui, le branding. LinkedIn, c'est une plateforme formidable. Franchement, moi, je l'aime bien. Et maintenant, il faut comprendre sa philosophie, comment ça marche. Oui. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Instagram. Ici, lorsque tu es étudiant, d'accord, peu importe déjà la filière et tout, et que tu travailles sur des projets, si des projets sont susceptibles d'être postés, pourquoi pas? Si ce sont des démos que tu fais, pourquoi pas? Parce qu'en postant ces démos, en postant ces projets-là, surtout que c'est des vidéos, ou bien des screen recorders, des screenshots, tout ça, ça informe déjà ton entourage que voici, je fais telle filière, je suis telle formation, et voilà ce dont je suis capable de faire, ce dont je suis capable. Tu vois un peu, donc déjà ça amène en tout cas, ça incite déjà des personnes à venir voir ton profil et tout ça. Et déjà, dans l'esprit des gens, ils se disent que, tiens, il y a un jeune homme sur LinkedIn là, il fait telle chose. Lorsque l'opportunité se présente, en même temps, je pense à toi et je t'écris une boîte de te demander est-ce que tu es disponible pour travailler. Tel. Voilà, exactement. Donc, en plus d'avoir de bagages techniques, il faut savoir se vendre. Après, il faut travailler vraiment sur son branding. Sur son branding, voilà. Bon, nous sommes déjà à la fin de l'interview. Je ne sais pas si tu as des mots, des conseils au fait à donner à tous ces jeunes-là qui vont voir cette interview avec toi et qui souhaiteraient quand même embraquer ton pas. Parce que voilà, nous ne mentons pas, c'est pas n'importe qui arrive à switcher aux États-Unis. Mais ça fait rire, mais c'est la vérité parce que il faut faire la promotion quand même de l'excellence. Et tu travailles en freelance avec ton équipe et tu arrives à coordonner les deux, gérer l'aller et le retour. Quel conseil aurais-tu à donner à des jeunes qui veulent en informatique embraser ce pas-là et travailler en freelance et gérer toute une équipe? Je te laisse la parole. Oui. Bon, déjà, faut pas ces jeunes-là se laissent mystifier par les success stories ou les storytelling des autres. Non, attention. Oui. En fait, on ne vit pas la même réalité, on a le même contexte. D'accord. Moi, je peux te dire, je viens de très loin. Parce que l'environnement dans lequel moi j'ai évolué, c'est pas un environnement super aisé et tout ça, non. Mais c'est une question de mentalité. D'accord. Quelle ambition j'ai dans la vie? Tu vois, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, d'accord, de plus à mon entourage, à mon environnement? Donc, c'est déjà sur ce mindset-là qu'il faut surfer. D'accord. Maintenant, se donner les outils. Qu'est-ce que j'appelle l'outil ici? C'est la capacité à apprendre. Parce que rien n'est au hasard, en fait. C'est la façon dont tu vas monter en compétence que les opportunités s'offriront à toi. Ça, c'est clair. Donc, si tu es un lazy boy, d'accord, si tu es paresseux et que tu refuses d'apprendre, mais que tu veux gagner de l'argent, je ne vois pas comment c'est possible. Donc, plus tu montes en compétence, plus tu as de valeur ajoutée, plus ta valeur sur le marché augmente. D'accord. Donc, il faut que ces jeunes-là sacrifient vraiment leur temps pour apprendre. Tout est open source sur la toile d'aujourd'hui. Tu peux tout apprendre, d'accord. Et aussi, ce n'est pas l'âge qui définit la compétence, d'accord. Là, actuellement, je n'ai pas encore 25 ans. Les gens me voient, j'ai peut-être la tête de quelqu'un qui est vieux. Mais non. Et j'ai commencé à entreprendre à quel âge? À 19 ans. Il est faux. Tu vois. Et aujourd'hui, maintenant, sur mon CV, je mets 6 années d'expérience.
Les gens vont penser que, tiens, c'est quelqu'un de très âgé, mais non, 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 non. Puisque j'ai commencé à travailler, à apprendre, à coder, d'accord, même en milieu pro, d'accord, j'ai fait déjà des tâches de façon freelance, seul, tout ça, depuis de 2015. Tu vois un peu. Oui. Donc, parce qu'en temps, j'ai sacrifié mon temps et je continue de le faire. Aller sur les plateformes pour apprendre. Aujourd'hui, je suis mentor à Open Classroom. Tu te rends compte? Ça, Open Classroom qui m'a formé depuis 2016. 6 ans après, je suis maintenant en train comment dirais-je, de rendre la monnaie de la pièce à la plateforme en accompagnant d'autres étudiants aussi à monter en compétences. Donc, c'est ça. Si en temps, je n'ai pas bien appris ce qu'on m'a enseigné sur Open Classroom, par exemple, je ne serais pas capable de rendre ça. De rendre ça, oui. Donc, il faut qu'ils sacrifient leur temps vraiment à l'apprentissage. En tout cas, c'est le seul secret que moi j'ai actuellement. C'est que plus tu connais, plus tes compétences sont au point, facilement tu as accès au marché. Oui. Et là, sur les offres aujourd'hui, quand je vois, on cherche un développeur Angular pour une mission, on demande des outils, tout ça, je ris. Oui. Parce que même les tests techniques, je n'ai pas peur de les passer. Et lorsqu'il arrive parfois pour des missions, on demande à ce que je passe des tests techniques. Lorsque je vais être consultant sur des projets et tout ça, ça me fait rire. Et quand je prends le test technique, c'est-à-dire, je travaille le projet et j'explique à mon interlocuteur les problèmes que j'ai eus et comment j'ai pu les résoudre au fait. En étant free au fait, donc ça, je n'ai pas peur d'affronter en réalité et les problèmes que j'ai. Parce que je me suis conçu une base assez solide à travers l'apprentissage. Et je répète, autodidacte. Oui. Au fait, c'est la capacité au fait à vraiment apprendre par soi-même. C'est vrai qu'au début, ça serait chaud, mais il faut vraiment acquérir au fait cette capacité-là d'apprendre par soi-même. Exactement. Et aussi, enfin, il faut choisir son mentor et ses modèles. Oui. D'accord. Oui. Parce que franchement, moi, personnellement, je n'ai pas eu un mentor. Déjà, dans ma famille, je suis le seul qui a fait informatique, électronique, seul. Donc, je n'ai pas vraiment eu un mentor qui était derrière moi et tout ça. Mais la philosophie que mon prof d'algorithmique en première année m'a enseigné, c'est ça qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Il dit toujours, la solution avec vous. Débrouillez-vous pour débloquer le problème. Ok. Donc, même si je tombe aujourd'hui sur un bug que je n'ai jamais vu auparavant, je sais que la solution est là. Il y a forcément quelqu'un, peut-être, qui a eu ce problème. Il faut juste que je fouille bien sur Internet pour trouver la solution. Et avant de copier cette solution, déjà, j'essaie de comprendre comment il a raisonné, comment il fonctionne. Oui. Donc, tout le problème se résume, ainsi que la solution se résume dans l'apprentissage. Être capable d'apprendre sur les plateformes, même si tu n'as pas l'argent pour t'abonner sur les plateformes payantes, mais il y a des cours gratuits sur Open Classroom, par exemple. Oui. Il y a des blogs, développeur.com, c'est gratuit. YouTube, c'est gratuit. Donc, il y a tellement d'outils aujourd'hui où tu ne peux pas dire que tu ne peux pas, que tu n'as pas trouvé, oui. Exactement. Donc, c'est merci beaucoup pour l'interview. Ça a été un plaisir partagé. Oui. Merci. À la prochaine.